on a le plaisir d'accueillir Olivier Allais, qui travaille à l'INRAE, que je voulais expliquer ce matin dans l'introduction. Il est plutôt économiste, économètre, et il s'intéresse plus particulièrement au Nutri-Score dans ce travail. Je suis content de le voir parce qu'on a été dans un labo il y a très longtemps, dans le même labo, voilà, et on se croise de temps en temps. Alors merci Olivier, bienvenue. Bonjour. J'ai fait les travaux qu'on a pu mener et c'est une collaboration aussi avec le professeur. Parce que donc, comme ça c'est mieux. Donc une collaboration qu'on avait avec Patrice. Donc dans ce travail, je vais vous présenter les effets du Nutri-Score sur les choix des consommateurs en France. Et ce que je ne vais pas présenter, c'est les effets du Nutri-Score sur les prix. Les effets du Nutri-Score sur la capacité, c'est sa capacité à encourager les industriels à reformuler la produit. On va uniquement se concentrer sur les effets sur les choix du consommateur. Et donc, avant de s'intéresser à ces effets, une question, c'est pourquoi le Nutri-Score, quels sont les enjeux qui sont derrière le Nutri-Score. Ce sont des enjeux principalement qui sont des enjeux de santé. Parce que, en fait, on a en France, mais aussi dans de nombreux pays, pas seulement dans les pays développés, de mauvaises habitudes alimentaires ont de lourdes conséquences sur la santé. Donc là, vous voyez, j'ai repris un graphique du Lancet en 2015 qui a quantifié les régimes déséquilibrés sont responsables d'environ 22% des décès dans le monde et environ 15% en Europe de l'Ouest. Vous voyez une source de ces déséquilibres assez variée. Et lorsqu'on s'intéresse à la France, le constat qu'on fait, c'est que depuis 1987, au moins depuis 1997, c'est la courbe en rouge, la prévalence de l'obésité n'a pas cessé d'augmenter malgré l'ensemble des politiques que nous avons mises en place. Et donc vous voyez, on est passé en 87 de 8,5% à 17% d'obésité. Et ce que vous pouvez remarquer sur le graphique de droite, c'est que cette prévalence de l'obésité et cette croissance de la prévalence de l'obésité est vérifiée quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, et en particulier pour les ouvriers et les employés. Et comment on s'inscrit dans le monde cette prévalence? Donc, vous voyez, la prévalence, l'obésité est aussi en croissance sur de nombreux continents, et elle est beaucoup plus marquée en Amérique, sur le continent américain. Vous voyez, elle atteint presque 30% de la population de ce continent. Et donc la question qu'on se pose aussi, c'est certes il y a cette prévalence, certes il y a cette maladie, mais c'est aussi les coûts. Et donc la Direction générale du Trésor, en 2016, a évalué le coût de l'obésité, de l'obésité en France, en milliards d'euros. Et donc vous voyez, ils s'élèvent à 20 milliards par an. Ils sont au-dessus de ceux de l'alcool et un peu en dessous de ceux du tabac qui s'élèvent à un peu plus de 25 milliards. Une autre étude de la FAO, j'ai repris le graphique qu'il y avait dans une analyse qui a été menée par l'Institut Montaigne. Vous voyez les modes d'alimentation. Le coût de nos modes d'alimentation sur le système de santé s'élève à 125 milliards, plus de 125 milliards d'euros. Donc c'était en 2020. Et vous pouvez voir comment on s'inscrit finalement par rapport à d'autres pays européens. Il vous manque l'Angleterre, et l'Angleterre est au-dessus de l'Allemagne. D'accord, le Royaume-Uni. Donc vous voyez un coût très élevé, une prévalence en France de l'obésité et aussi du surpoids, un coût non négligeable, très lourd de l'impact très lourd de l'obésité et du surpoids et de toutes les déviances qu'on peut avoir au niveau alimentaire. Et on s'est posé la question autour des années 2010, 2014, 2015 de voir comment on pourrait faire évoluer les comportements des consommateurs. Et une des politiques qui a été mise en place, celle que vous connaissez, qui est dans notre quotidien, c'est celle du Nutri-Score, qui a été adoptée en 2017
2017 en France par Marisol Touré. Donc l'objectif du Nutri-Score, c'est d'informer, je pense que ça prend bien, mais peut-être que c'est important de le repréciser, informer les consommateurs de manière claire et transparente sur la qualité nutritionnelle. Donc on est spécifiquement et exclusivement sur les nutriments, on va le voir un peu tout de suite après, lesquels, et aussi certains aliments. Et aussi un deuxième objectif qui est tout aussi essentiel, mais que je ne vais pas évaluer pour l'instant, on est en cours, c'est d'encourager les professionnels à améliorer la composition de leurs produits. Donc c'est un outil qui permet à la fois de jouer sur la demande des consommateurs, mais aussi sur l'offre, sur les industriels. Et dans le sens où le Nutri-Score va créer une segmentation, va créer une segmentation dans le marché, dans le sens où va être affiché, dans la mesure des décisions des industriels, la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et donc ça revient à ce que j'ai dit, c'est que c'est dans certaines mesures, c'est que ce Nutri-Score n'est pas obligatoire, c'est à la demande, c'est l'industriel qui choisit ou non d'apposer le Nutri-Score sur ses produits. S'il choisit de l'apposer, il doit l'apposer sur l'ensemble de ses produits, l'ensemble des produits de sa marque. Donc si je suis Carrefour, je peux par exemple afficher sur tous les produits au premier prix, parce que c'est ma marque premier prix, et bien je devrais l'afficher sur l'ensemble de mes produits. Par contre, Reflet Florence, qui est une marque de Carrefour, n'a pas adopté le Nutri-Score. Carrefour a choisi de ne pas adopter la démarche Nutri-Score pour cette marque Reflet Florence. C'est un exemple. Donc comment il est attribué? Donc le logo, il est attribué sur une base d'un score et qui est calculé pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit. Et donc il va prendre en compte les nutriments et aliments à favoriser, donc, qui ont été démontrés avoir un effet positif sur la santé. Donc ce sont les fibres, les protéines et les fruits et légumes et les légumes secs. Et aussi la deuxième type, c'est des aliments, des nutriments à limiter qui sont l'énergie, qui est locale, acides gras saturés, sucre, sel, et tout récemment dans le nouvel algorithme, les édulcorants pour les boissons. Donc les boissons rafraîchissantes sans alcool, donc l'édulcorant, je sais pas, c'est clair. Et à partir de là, se fait un calcul, on obtient un score FSA, qui est un score de qualité nutritionnelle globale, qui va de moins 10 à plus 40, et en fonction de votre note, est attribuée une note, en fonction de votre score FSA, est attribuée une note de A à E, et une couleur associée à chacune de ces lettres. Et donc, le Nutri-Score, c'est une politique, mais il s'inscrit dans une démarche, c'est une politique française, mais c'est une politique aussi mondiale. Il ne faut pas la voir de façon isolée. C'est vraiment une volonté de beaucoup de gouvernements d'adopter ce type de politique. Et donc ici, je vous ai représenté, j'ai copié une image, une cartographie réalisée par Global Food Research Programme, qui vous cartographie l'ensemble des politiques de label, l'ensemble des labels qui ont été adoptés dans différents pays. Vous voyez, c'est une adoption assez large dans le monde. Et vous voyez apparaître deux types de politiques. Les politiques qui sont en bleu, qui en fait imposent aux producteurs d'imposer ce label, donc adopté par les gouvernements, par le pays, et des politiques en vert, qui sont imposées en vert par les politiques volontaires. Donc c'est au choix, c'est à la décision de l'industriel d'imposer ou non cet étiquetage. Donc vous voyez une cartographie assez parlante, je crois, de ce type de politique, du déploiement de ce type de politique dans le monde. Donc, je vous ai présenté un peu les objectifs, comment ils ont calculé, comment cette politique s'inscrivait dans le monde. En fait, on va revenir un petit peu en arrière et essayer de comprendre, compte tenu de l'ampleur et aussi de la diversité de ce format d'étiquetage, qu'est-ce qui a amené la France à choisir le Nutri-Score plutôt qu'un autre affichage. Et donc, on a, avec Patrice, répondu à une demande du ministère de la Santé, c'était en 2015, si je me rappelle bien,
pour réaliser une évaluation comparative de l'impact de 4 labels qui s'affichent en face avant des produits, qui seront capables de voir comment ces labels modifient, font évoluer la qualité nutritionnelle des achats. Ici, la qualité nutritionnelle des achats va être mesurée par un score, celui que je vous ai parlé, le FSA, qui permet d'agréger à la fois les aliments à limiter et les effets des aliments à limiter et les effets des aliments à privilégier, nutriments à limiter et les aliments et les nutriments à privilégier. Et donc, c'est un article qu'on a publié en 2020 dans cette revue, et on a mis en place une expérience randomisée en conditions réelles d'achat supermarché, et on avait donc ces 4 labels à évaluer. Donc le label B, comme vous connaissez Nutri-Score, le label A, c'est un label qu'on a appelé Sens, qui a été développé par des collègues d'INRAE, Nicole Lardon en particulier, qui est nutritionniste. Dans ce sens, vous voyez qu'il associe une couleur à chacun des produits, et aussi, fait assez nouveau, c'est qu'il préconise une fréquence de consommation. Vous voyez par exemple pour le verre, on peut consommer très souvent ce produit, et au contraire, pour le produit violet, on va le consommer occasionnellement ce produit. Vous voyez aussi dans le format D le tricolore qui correspond au trafic light que vous avez vu sur certains produits, ou peut-être au Royaume-Uni. Qui permet de qualifier la quantité de chacun des nutriments et d'associer une couleur de vert, orange à rouge pour chacun des nutriments. Et ensuite, le NutriVert, qui est une version graphique des apports des différents nutriments. Donc, c'est ces 4 affichages qu'on a évalués. Alors, comment on a fait quand on a évalué, on a mis en place une expérience randomisée. Donc, on a mis en place cette évaluation, cette expérience de septembre à décembre 2016, presque 3 mois. Et ensuite, on a réalisé, comment on a fait, c'est qu'on a sélectionné 60 supermarchés qui appartenaient à 3 enseignes différentes. Et dans chacune de ces enseignes, dans chacun de ces supermarchés, on a tiré au hasard. Donc c'est vrai que c'est à reprendre, on n'a pas pu faire autrement à l'époque. On a tiré au hasard lequel des supermarchés devait avoir un Nutri-Score, un Sens, un Nutri-Repère ou un Traffic Light. Et pour pouvoir évaluer, on s'est limité le nombre de catégories, le périmètre des catégories au plat préparé frais, en viennoiserie et au pain et plats préparés en conserve. Donc comment ça s'est réalisé? Concrètement, on avait des personnes, c'est un mode opérationnel très très lourd, qui étaient dans les supermarchés, qui apposaient sur chacun des produits du secteur un sticker de Nutri-Score. On a développé tout un système pour fiabiliser cet étiquetage, et certains qu'on ne se trompait pas. Évidemment, on le faisait dans chacun des supermarchés. Pour être clair, chaque label, on testait chaque label dans 20 supermarchés, et dans chacun de ces supermarchés, on apposait des stickers sur tous les produits de ces 4 catégories dont les industriels avaient décidé d'apposer le Nutri-Score. C'était bien en avant de participer, à l'expérimentation. Donc on était dans la même logique, à savoir que c'était l'industriel qui était dans la démarche de participer à cette étude pilote, et donc d'afficher un label qu'ils ne choisissaient pas sur leur produit. On a informé les consommateurs, les consommateurs dans chacun de ces supermarchés. Donc ici, vous voyez, ils avaient accès sur la gauche à des flyers. Je vous présentais aussi un totem à l'entrée et à la sortie. Chaque entrée de l'année de la catégorie en question. Ici, c'est le score, retenant les différentes informations. Pour chaque labeling, on avait
un flyer qui expliquait l'expérimentation, qui expliquait ce que c'était ce label, ici je dis celui du Nutri-Score. Tout ça, ça a été validé par le ministère de la Santé. Donc ça, c'est le process global. Vous voyez, avec tout le process global qui a été mis en place et toute la procédure qualité pour s'assurer que les labels étaient bien imposés et que c'était bien le bon label qui était imposé. Et on a développé des logiciels voilà, à partir du scanner, on scannait le codar et donc la personne avait aussi une tablette et donc on pouvait voir quel label a posé sur quel produit. Donc ça, c'est vraiment le process de l'UACT avec tous ses limites. Je pense que vous avez tout de suite repéré. Donc, comment quelles sont les données qu'on a obtenues? Donc on a obtenu, notre setting, c'est 1273 produits. On avait presque 70 000 consommateurs. Donc ces consommateurs, c'est un consommateur qui a au moins acheté une fois dans l'un des 60 supermarchés pendant la période. Et vous voyez, c'est presque 1,7 million d'achats à traiter et à analyser. Et pour chacun de ces achats, ou chacun de ces produits, pardon, on avait le prix, son poids, l'ensemble des valeurs nutritionnelles et aussi la mesure de la qualité nutritionnelle de chaque produit, à savoir son score FSC. Et donc, pour évaluer l'effet de chacun de ces labellings, on a développé, on a utilisé deux autocollants. Un premier qui était la différence du score FSA, qui était pondéré par la quantité de ce produit, soit en grammes, soit en calories. Donc pour un consommateur I, ayant acheté un produit J, dans la catégorie alimentaire, juste les plats industriels, les plats frais et la salinité. Et donc vous voyez, on avait cette différence en 2016 et en 2015, sachant qu'on a récupéré les données d'achat de ces consommateurs à la même période, une année avant, en 2015. On a fait le deuxième épisode, c'est les différences du nombre d'achats de produits de la catégorie alimentaire C, du tercile de qualité nutritionnelle. C'est-à-dire que chaque produit appartenait à une qualité définie, et donc on a créé 3 terciles de qualité lorsque ce produit avait un labeling, et on a identifié aussi les produits lorsqu'ils étaient non étiquetés. Et donc, vous voyez, on a créé en fait cette époque qui est simplement une différence d'achat dans les différents terciles et les différentes semaines entre 2016 et 2015. Oui, vous voyez, c'est pour la valeur 1, c'est l'achat produit à acheter des produits J durant la semaine et 0 aussi. Ça nous a permis d'évaluer l'effet du labelling sur l'incidence d'achat des produits en fonction de la qualité nutritionnelle des produits. Et donc on a fait des choses très simples. Donc on a utilisé, on a estimé un effet moyen du traitement pour nos 4 labels par une méthode très classique. Vous voyez, on a un effet fixe de catégorie. On va avoir des variables, des covariables qui sont le prix, le coût de visite dans un supermarché, et ZIL qui est pour l'individu I, le labeling auquel il était exposé, donc le format auquel il était exposé. Et donc, on a obtenu ces effets. Donc ici, dans ce tableau, vous avez l'impact de chacun des labels, donc en colonne, vous voyez Nutri-Color, Nutri-Pointer, Sens, Nutri-Score, lorsqu'on considère l'ensemble des produits, donc les 4 catégories, et ensuite lorsqu'on considère les 4 catégories séparément, donc les plats préparés frais, les viennoiseries, les plats industriels et les plats préparés en conserve. Et donc ce que vous pouvez remarquer sur la première ligne, vous avez les estimations qui viennent là, les standards d'erreur dans la colonne suivante, rien de très compliqué. Vous voyez que le Nutri-Score est le seul qui a eu un effet significatif. Ici, l'effet est négatif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet ça, plus il est faible, qui va de moins 10 à plus 40, meilleure est la qualité nutritionnelle de votre produit. Donc s'il est négatif, ça joue bien dans le sens d'une amélioration de la qualité nutritionnelle des achats réalisés par nos individus. Vous voyez, on retrouve cet effet aussi
lorsque on considère les plats préparés frais, on obtient un effet de moins 275. Donc c'est sur la colonne Nutri-Score pour fresh préparé frais. Autrement, vous voyez, les autres, la grille, n'ont pas eu d'effet. Et le nutrition, quelles que soient les catégories considérées, et aussi par catégorie considérée. Et ensuite, le Nutri-Score n'a eu aucun effet que pour les plats préparés. Mais on a mesuré, donc là c'est un effet, ça permettait de baisser de 0,14 points le score FSA. Et donc on a ramené ça à une qualité nutritionnelle, et on s'est aperçu que ça améliorait que de 2,5% la qualité nutritionnelle de votre qualité. Sur les 4 catégories concernées. On a regardé pour le deuxième output qui est aussi, qui me semble-t-il assez important, c'est de voir est-ce qu'un label permet d'acheter plus de produits d'une certaine qualité. Donc ici, vous voyez, vous avez la fréquence ou l'incidence d'achat par qualité nutritionnelle de chacun des labels. Donc vous avez le premier qui est le Nutri-Couleur. C'est ce graphic light. Le Nutri-Repère, c'est celui qui reprend les informations autour du paquet. Le Sens, c'est celui qui a les recommandations en termes de fréquence de consommation et le Nutri-Score. Et vous avez la colonne H qui est pour la haute qualité nutritionnelle, M pour médium, qualité nutritionnelle, et L, low qualité nutritionnelle. Et ensuite, nos labels, c'est pour les produits qui n'avaient pas de label. Et donc, ce que vous pouvez observer, si on regarde le Nutri-Score, c'est la partie droite de votre graphique, c'est que le Nutri-Score va favoriser, va accroître l'incidence d'achat de produits de meilleure qualité nutritionnelle. On achète plus de produits de meilleure qualité nutritionnelle lorsque le Nutri-Score est affiché. Par contre, il voyez aussi qu'il n'y a pas d'effet sur les qualités médianes et et aussi sur nos labels. On a aussi cet effet pour le Nutri-Repère, c'est le deuxième. Il permet aussi d'améliorer, d'augmenter le nombre d'achats de meilleure qualité nutritionnelle, a un effet moindre, et aussi pour le Nutri-Couleur, excusez-moi. Mais par contre, contrairement au Nutri-Score, le Nutri-Repère va aussi va baisser aussi les achats de moins bonne qualité nutritionnelle, de qualité nutritionnelle médiocre. Donc ça pourrait, on l'a juste signalé, et les conclusions, ça a été quand même que d'adopter, compte tenu de l'ensemble des résultats qu'on a présentés au ministère, vous savez, le score a été adopté parce que c'est globalement le meilleur équipage nutritionnel en termes d'amélioration de la qualité des achats. Donc il améliore le score FSA et aussi il augmente la fréquence de consommation d'aliments plus sains, réduit celle des aliments moins sains dans les catégories les moins favorables. Là, je ne vais pas présenter, mais lorsqu'on était sur Fresh Prepared Food, on avait bien un effet significatif et négatif pour les produits de moins bonne qualité nutritionnelle. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a réalisé en collaboration avec Patrice et d'autres chercheurs. Et ensuite, c'est poser la question, donc là, on est sur les achats. Et le Nutri-Score, c'est on cherche à changer l'alimentation, on cherche à changer la composition d'un repas. Et donc ici, entre achat et alimentation, on est très éloigné. Donc c'est poser la question de comment le Nutri-Score fait évoluer l'alimentation des Français. C'est une question difficile parce que avoir des données sur l'alimentation et de façon longitudinale et aussi dans le temps et par individu assez importante, avec un nombre important de consommateurs, c'est compliqué. Et pourquoi aussi on s'est posé cette question, c'est qu'on peut-être vous avez fait l'expérience, c'est qu'à un moment on peut faire un effort, on dit bon, on va prendre un plat peut-être de moins bonne qualité nutritionnelle, de bonne qualité nutritionnelle, et puis se dire bon bah j'ai fait un effort aujourd'hui, peut-être que demain je peux me permettre d'avoir un plat de moins bonne qualité nutritionnelle. Donc vous voyez des effets de compensation qui pourraient être en œuvre et qui pourraient déjouer le Nutri-Score. Parce qu'ici, le Nutri-Score, vous voyez, c'est l'évaluation d'un produit, mais comment cette Nutri-Score qui est à l'échelle d'un produit va ensuite être utilisé, exploité par nos consommateurs. Et donc, comment le Nutri-Score va jouer sur l'alimentation et la composition de notre repas. Donc ici, j'ai pris
photo d'un plateau. Vous voyez, c'est une personne, pour son repas, va consommer un hamburger frit, voilà, mais aussi, et puis un coca, et à côté, va prendre une petite salade. Je ne sais pas pourquoi elle a pris cette petite salade, bien sûr, on ne sait pas, ça va. Et donc, on s'est dit, peut-être que comment le Nutri-Score peut faire évoluer cette composition, cette alimentation. Donc, nous, et donc, parce qu'on pense qu'il y a des effets de compensation qui pourraient être à l'œuvre, et d'essayer d'évaluer si globalement le Nutri-Score fait baisser l'apport en calories de nos consommateurs, de nos individus. L'objectif, c'est quand même ça, un des objectifs, c'est ça. Et donc, c'est quand même assez ambitieux. Et donc, on a beaucoup réfléchi et on a essayé de répondre à cette question dans un setting assez particulier, qui est celui de la restauration collective en entreprise. C'est un setting parmi d'autres. C'est un setting très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques slides. Et donc, on a réalisé dans l'expérience organisée aussi, dans plusieurs restaurants, où on a posé uniquement le Nutri-Score, pour voir comment le Nutri-Score faisait évoluer la composition d'un repas au cours du temps. Et donc, on a estimé un modèle de demande pour des repas plateaux en tenant compte aussi, c'est ça qui est intéressant, justement compte de la composition des repas, des dépendances des choix entre catégories. Donc, les principaux avantages, c'est que, contrairement à un achat vous réalisez pour vous-même, c'est une consommation immédiate. Donc, lui, il a l'information, et donc, il compose son repas, et c'est pour lui. Ensuite, on a l'ensemble des choix possibles, et leurs caractéristiques sont connues. Et en plus, on sait que, compte tenu de la structure dans le restaurant à qui on est, les prix sont exogènes. C'est-à-dire que dans la structure dans laquelle on était, ils ne cherchaient pas à faire de profit. En fait, c'était un service qui rendait l'entreprise aux consommateurs, à l'employé, excusez-moi. Et donc, les caractéristiques, c'était évidemment les prix, mais aussi toutes les recettes. Et donc, on avait la possibilité de calculer la qualité, le Nutri-Score de chacun de nos produits. C'est-à-dire que on avait la recette du plat, du bourguignon, et donc ensuite on pouvait transcrire ça, on utilisait une société qui nous transcrivait ça en calories, en nutriments, et ensuite en Nutri-Score. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un setting où il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie agroalimentaire qui pourrait réagir en Nutri-Score, en modifiant les prix, en modifiant sa reformulation. Donc on est vraiment dans un setting très particulier qui nous a semblé intéressant et peut-être pertinent pour justement répondre à notre question comment le Nutri-Score peut modifier la composition de nos repas. Donc comment on a fait? Donc on a mené cette expérimentation dans 6 restaurants d'entreprise de BNP Paribas, avec des équipements et des menus similaires. Donc en fait, c'est une société qui s'appelle c'est un service de la BNP qui s'appelle le GAM et qui propose, donc c'est les salariés de la BNP qui réalisent des repas pour l'ensemble des employés de la région parisienne. Et vous voyez, ça concernait plus de 6 000 individus et 86 000 repas. Et donc, dans 3 restaurants, on a affiché le Nutri-Score pour tous les projets. Et on avait donc une période de contrôle en septembre 2020 et une période d'intervention en octobre 2020. Pour rappeler sans doute, si on a peu de chance, c'était une deuxième vague du Covid, on avait qu'un mois. On avait prévu 3 mois. Bon, et malgré tout, on a réussi à avoir des résultats intéressants. C'était un aléa. Et donc, comment ça se formalisait de façon très opérationnelle. C'était affiché, le Nutri-Score était affiché sur la fiche de prix. Au restaurant, vous avez le produit avec l'intitulé du produit, son prix, différents labels, on rajoutait ce Nutri-Score. Voilà, vous avez des exemples ici de photos. Et donc, quelles sont les données qu'on a eues? On a observé tous les achats individuels et comment on les suivait par un identifiant de carte de cantine. Sur votre carte de cantine, ça a un identifiant et ça nous permet de suivre les individus. C'était pareil pour la précédente expérimentation. L'identifiant suit les individus à partir du numéro de carte de fidélité des consommateurs, Donc pour chacun des individus, pour chacun des achats, on avait la date, le jour d'achat, donc l'identifiant de l'individu, le l'identifiant du restaurant. On avait 6 restaurants au total de traités, et aussi l'identifiant du produit. Donc
connaissait quel produit était consommé, nombre d'unités choisies aussi de chacun de ces plats. On connaissait le prix, on connaissait aussi la quantité moyenne servie, donc on approximait à partir de la recette. C'est sûr qu'il y a quelques mélanges de mesures par rapport à ça. Et on avait l'ensemble, je l'ai dit, les valeurs nutritionnelles et le score affiché. Le score était ça et le Nutri-Score de chacun des plats. La principale limite de ce type de données, c'est qu'on n'avait aucune information sur le zone graphique et l'accompagnement, vous savez, comme un plat principal, vous pouvez rajouter des fruits, des légumes, on ne connaissait pas. C'est pas accompagnement parce que ce n'est pas facturé. Quand vous prenez même une assiette de légumes, vous ne prenez pas les plats, on ne sait pas, c'est juste que vous avez pris une assiette de légumes. Mais on ne sait pas quel est l'accompagnement. Vous savez quel accompagnement est proposé, on a fait une moyenne, mais on ne savait pas avec quoi il est associé, et ça c'est une limite aussi de l'étude. Donc, c'est intéressant ceci dit parce que si on considère trois catégories, entrée, plat principal et dessert, on va rajouter les gâtages, on les avait dans les desserts. En fait, 95% des repas comprennent un plat principal, 90 ont un dessert et 40 ont une entrée, 40% ont une entrée. Et donc 95% de ces repas sont composés au moins de deux produits et 29 en contiennent 3, donc entrée, plat, dessert. Donc là, vous avez les différentes répartitions. Et donc, vous voyez ici, j'ai mis quelques stats descriptives, c'est le nombre de consommateurs. Le nombre de consommateurs par site, on est autour des 300. Le plat principal, on avait 210 au total sur la période. Et le nombre de produits par site, donc par jour, est proposé à peu près entre 6 et 7 plats en moyenne. Donc c'est quand même une offre assez conséquente. Vous voyez, le prix était de 2 €. Donc c'est un prix, je crois, assez faible. Donc aussi la qualité des plats qui étaient proposés. Et vous voyez aussi le nombre d'entrées, les entrées c'est à peu près 6 ou 7. Et le nombre de desserts, vous voyez, est beaucoup plus élevé, c'est le produit par site, c'est 29 parce qu'on a inséré à la fois les fruits, les desserts classiques, tarte, mais aussi les laidages. Et en fait, un laidage, par exemple, un yaourt aux fruits, je ne sais pas, la banane, c'est aussi c'est un autre produit, un yaourt à la fraise, pas autant de produits, et vous avez des prix. Donc, on a essayé aussi de voir dans quelle mesure notre offre est différente. Donc là, ici, vous avez l'offre dans chacun des restaurants, la distribution de l'offre par qualité nutritionnelle. Et ce qu'on voyait, c'est que, grossièrement, on était assez contents, c'est que la qualité nutritionnelle, la distribution de la qualité nutritionnelle était assez uniforme entre les différents restaurants. Et donc, ça nous a rassurés sur le caractère comparable des restaurants d'entreprise. Donc, pour évaluer l'effet des politiques, on a développé un modèle de choix discret très simple au début. On a pas du tout considéré qu'il y avait des dépendances entre les différents plats. Ici, le marché va être considéré comme un restaurant et un jour. Donc, chaque jour, il y avait 258 marchés, on va dire, ça va s'appeler comme ça. Donc, on a 258 marchés. Un marché, c'est un jour, un restaurant. Notre taille de marché, ça va être le nombre d'individus observés une fois dans un restaurant et un jour par semaine. Et donc, on a défini cette fonction d'utilité qui dépend des nutriments et de la catégorie, qui dépend aussi des prix, et qui aussi dépend si la présence ou non d'un Nutri-Score et du niveau du Nutri-Score. NSJ, c'est le niveau Nutri-Score, donc c'est A, B, D, donc tout était évalué par rapport au Nutri-Score C. Et on a mis aussi, vous voyez, les effets fixes produits marché, que j'ai décrit ici, l'oxygène. Vous voyez, vous avez un effet fixe marché, un effet fixe Nutri-Score, un score Nutri-Score, et ensuite un Nutri-Score traitement, et aussi avant la mise en place de la politique et après la mise en place de la politique. Donc on a obtenu ces effets. Donc, vous voyez, donc là on ne tient pas du tout compte de la dépendance. Donc les effets Nutri-Score, ce qu'on observe, c'est que pour les entrées, il n'y avait aucun effet significatif. Pour les plats principaux, vous voyez que le Nutri-Score A est élevé, la probabilité d'achat de ces produits a bien été augmentée de 0,45 et 0,62. Et celle de DE, étonnamment, a aussi augmenté.
Et par contre, pour les desserts Nutri-Score A, l'effet est négatif. C'est-à-dire qu'on va consommer moins de desserts A, on va consommer moins de fruits et légumes, par exemple. De fruits, on est plutôt assez surpris. Et par contre, vous voyez, on a la symétrie, c'est que pour les desserts des C, D et E, on a bien une augmentation de l'incidence d'achat de ces produits. Et donc, c'est posé la question, c'est peut-être ces effets contre-intuitifs viendraient peut-être d'effets compensatoires qui s'opèrent au moment du choix de la composition de son panier. Et donc, on a ce que j'explique ici, et donc on a réfléchi à comment modéliser cela. Et donc, on s'est dit, un produit, si je prends l'exemple par exemple des céréales qui ne sont pas du tout dans ce cadre, peut-être plus illustratif, les gens ils sont très heureux à manger leur céréales qui déjeuner sans lait. Voilà, ça sèche, ça va très bien. Par contre, si on a un placenta, on fait pas la mauvaise avec une déséquilibre. Et donc, en fait, et le lait, voire un lait à part. Donc, le fait d'associer céréales avec du lait, eh bien, la somme de ces deux utilités, que l'on procure les céréales et le lait, eh bien, est plus que l'utilité indépendante de ces deux produits. Donc, céréales et lait. Donc, c'est ce qu'on va modéliser ici. Vous voyez l'utilité d'un plateau, on a un régime et un plat principal. C'est la somme de ces deux utilités que procure l'entrée et le plat principal, plus un terme de synergie. Comme ça, un terme en fait qui va créer une utilité supplémentaire du fait qu'il soit associé. Si je mange mon hamburger sans frites, je peux avoir une utilité pour la frite, une utilité pour le hamburger. Le fait de les manger ensemble, je tire plus de bien-être, je tire une utilité encore plus élevée que la somme de ces deux utilités. Et donc on a symbolisé ces synergies par gamma IJKM pour l'individu I, le produit J, pour l'entrée J, le plat principal K et le marché M. Et donc, vous voyez cette utilité. Et ensuite, pour les utilités U bar JM et U bar KM, c'est l'utilité que je vous ai présentée précédemment. Et donc, on a estimé ce modèle qui nous permettait de rendre compte des dépendances ou des interdépendances des choix des consommateurs. Et le défi, il s'est posé beaucoup de questions sur est-ce qu'on serait capable d'identifier ces effets. Et donc, et surtout, la difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de dissocier ces effets de synergie entre les catégories, dont on parlait de la main, des corrélations des préférences des consommateurs. Les consommateurs, ils ont une préférence intrinsèque pour le burger, aussi pour les frites, très bien. Et est-ce qu'on est capable d'identifier, d'isoler l'effet synergie compte tenu qu'on observe ces choix? Donc, les personnes qui achètent des burgers et des frites, et qu'est-ce qui fait que les mettre ensemble, ça crée encore plus d'utilité? Et donc, on a exploité deux sources de variation. Donc, la structure panel de notre micro, et donc la complémentarité est lorsque les produits sont consommés ensemble, mais pas nécessairement par les mêmes consommateurs. C'est possible qu'on ait des consommateurs qui ne consomment que les burgers ou que les frites. Voilà. Et donc, il y en a d'autres qui consomment globalement on consomme conjointement ces deux produits. Et ensuite, les coefficients aléatoires sont identifiés, donc c'est toute une corrélation avec les mêmes consommateurs, sont identifiés lorsque les mêmes consommateurs consomment des produits aux caractéristiques similaires, sans forcément les consommer ensemble. Ce que j'ai dit, c'est l'exemple, c'est que je consomme que mon burger ou que mes frites. Et ensuite, toutes les restrictions d'exclusion, à savoir les variations quotidiennes dans l'ensemble des choix. Donc, chaque jour, on avait des menus différents, des plats différents, mais les mêmes consommateurs. Donc, on a contribué à cette identification. Donc, quels effets on obtient? Donc, ici, je vous ai mis dans un premier temps les effets de synergie. Donc, les gamma, donc gamma AB, AB. C'est des gamma si le plat est de Nutri-Score AB et l'entrée est de Nutri-Score AB. Donc, vous voyez et ensuite AB, c'est je pense que c'est assez clair. Donc, vous voyez, il faut garder la colonne avec les couleurs. Vous voyez que il y a bien une synergie positive à consommer des plats AB, des plats et une entrée AB, AB. Et ensuite, AB, CDE, c'est un peu moins fort. Et CDE, AB, c'est plus fort que AB, AB. Donc des synergies quand même assez fortes. On a bien une significativité
de ces synergies. Et donc il y a bien des compositions de plateaux, les plats, c'est par exemple, et on arrive à montrer que ces plats, on ne les choisit pas au hasard, il y a bien une logique de construction, de synergie dans la construction, dans la composition de notre plat. Et ensuite, on va regarder si ces synergies étaient modifiées lorsqu'un Nutri-Score était apposé. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que vous voyez, lorsque je consomme un plat principal AB et une entrée AB, eh bien, je vais tirer une désutilité. Et au contraire, lorsque je consomme un plat principal AB et une entrée CBE, eh bien, ça va devenir positif. Et ensuite, là aussi c'est intéressant, c'est d'autres consommateurs, c'est consommer un plat dans l'escalier nutritionnel, mais aussi une entrée prévisionnelle, je vais aussi tirer un bénéfice. Donc, vous voyez, on a une forte hétérogénéité aussi dans nos effets de synergie, dans l'estimation des effets de synergie. Ensuite, on a regardé les effets, évidemment, dans chacun de nos scores, et lorsqu'on observe, donc pour une entrée A, pour une entrée un plat A, une entrée B et un plat B, et ensuite une entrée D et E et un plat D. Et ce que vous pouvez observer, c'est que les effets des scores A et B sont plus marqués que ceux D et E, mais malgré tout, les synergies, même en tenant compte de cela, de ces effets, il y a des synergies qui opèrent. Et donc on s'est posé la question, en fait, il y a des synergies qui peuvent jouer positivement ou négativement, c'est-à-dire qu'un autre groupe va savoir négativement, c'est-à-dire que j'ai fait un effort pour le plat principal, donc je peux me permettre, c'est un peu ça qu'on avait en tête, je peux me permettre d'avoir une entrée peut-être de moins bonne qualité nutritionnelle. Donc comment ça se répercute sur les calories? Et donc on a mis en place un contrefactuel, on a estimé tout d'abord les Nutri-Score sur la qualité nutritionnelle des achats, et on a utilisé les mêmes modèles, mais cette fois-ci en l'absence de paramètres de synergie. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord eu un scénario de référence, c'est celui qu'on a affiché le Nutri-Score. On a évalué toutes les consommations d'entrée de plats principaux, on a calculé qui étaient consommés en tous les postes. Et on a calculé, vous voyez, la calorie, le sucre, le sodium, les gras saturés. On a fait la même chose, et cette fois-ci sans affichage de Nutri-Score. Donc on a enlevé l'effet Nutri-Score. Et ce qu'on observe, donc là il y a bien les synergies, c'est qu'il y a bien une baisse, on était assez content, uniquement de 2%, donc c'est à peu près ce qu'on avait obtenu sur les achats, donc de 1,9% des calories. Et vous voyez aussi pour les autres nutriments. On a fait le même exercice en supprimant maintenant les effets de synergie. C'est-à-dire qu'on a pris toujours le scénario de référence de l'affichage de Nutri-Score classique, mais cette fois-ci, on a pris un scénario contrefactuel sans affichage de Nutri-Score et aussi sans tenir compte de cette synergie. Et vous voyez que si on ne tient pas compte de ces synergies, les effets sur les calories sont encore plus forts, ils sont beaucoup plus forts. Ils ont moins 6,3% pour les calories. Et donc, ce qu'on a pu conclure ici, encore on n'est pas préliminaire, mais sur ceci, on est assez robuste, préliminaire dans le sens où il nous reste à travailler à l'introduction du dessert dans ces synergies. Voilà, donc on aurait l'ensemble de la composition du repas, mais déjà on obtient des résultats assez encourageants qui nous montrent l'importance de tenir compte de ces effets de compensation et de synergie dans la composition du plateau. Et donc ce que je veux dire, voilà, et ensuite on peut aussi imaginer d'autres contrefactuels pour comparer à d'autres politiques. Donc, par exemple, la taxe sur un score de l'FSA, donc l'FSA, je vous rappelle, c'est le score qui est associé au Nutri-Score, et donc pour justement comparer les effets de différentes politiques, même si on reconnaît vraiment qu'appliquer une taxe dans un restaurant d'entreprise est peu réaliste et peu faisable. Voilà, mais c'est un schéma de pensée qu'on aimerait bien peut-être appliquer à voir si on va aller jusque-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. C'est assez pratico-pratique. C'est sûr que c'est peut-être assez éloigné des risques du service de santé. Voilà, et donc quelle politique on a mis en place en France, et on participe à l'INRAE, on trouve dans notre chercheur à évaluer cet affichage, mais aussi d'autres politiques sur le taxation, des politiques de réglementation, voilà, mais aussi des politiques très impliquées dans l'évaluation, dans la conception de l'évaluation des étiquetages environnementaux. Malheureusement un peu mis de côté, mais voilà. Je vous remercie. Merci.
qu'est-ce qu'on sait sur les prix? Et surtout, est-ce qu'on est évité que si les fabricants ils ont fait des efforts, est-ce que ça les incite? Est-ce que vous avez des données? Est-ce que vous vous y intéressez? Oui, on s'y intéresse. Alors là, je suis en train de travailler. C'est difficile, hein. C'est très difficile à évaluer si on veut le faire rigoureusement parce que tout est interdépendant. C'est-à-dire que déjà, il y a une décision qui est volontaire, c'est qu'on choisit, les décisions stratégiques, on choisit d'apposer le risque européen. On va modéliser cette décision, ensuite modéliser les décisions en prix et en qualité. Donc en effet, on le fait, mais pour l'instant en forme réduite. C'est intéressant parce que la question que je posais, c'est est-ce qu'on pose un Nutri-Score, on se déclare de très bonne qualité, est-ce qu'on va augmenter ou pas le prix de notre produit? Dans le sens où on affiche le consommateur que le produit est de meilleur que le consommateur pour les autres, et donc il y a une prime à ça. Et au contraire, on peut très bien imaginer que les produits EUD, classés EUD, l'industriel se dit je vais décider, malheureusement, je dis non. Et donc, pour compenser cet effet négatif de l'information, baisser. Et donc, vous voyez qu'il va avoir des conséquences fortes sur les inégalités sociales et les inégalités de santé. Dans le sens où, si on fait l'hypothèse que les personnes à revenus modestes iraient plutôt vers des produits DE, comme ces produits-là, et donc des questions sociétales importantes. Donc, on a commencé à les faire. Donc, ce que j'ai vécu dans les premiers résultats, c'est que pour les céréales du petit déjeuner, pour lesquels justement l'information ici est un réel rapport, parce qu'ici, le Nutri-Score, ce qu'il faut voir, c'est qu'il change des comportements à partir du moment où déjà il modifie au prix leur croyance, leur perception au préalable. Si vous savez que le coca est mauvais, vous allez mettre un Nutri-Score, de toute façon, ça ne va apporter pas d'information. Donc, pour les céréales du petit déjeuner, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation des prix lorsque c'est Nutri-Score, et lorsque ces céréales du petit déjeuner sont Nutri-Score A ou B, autour de 6 et 7%. Et par contre, pour les produits DE, il n'y a rien qui se passe. Pour d'autres aussi, par exemple, sur le céréales du petit déjeuner, c'est assez robuste. Quelle que soit les méthodes que j'ai utilisées, ou quelle que soit aussi la catégorisation que j'ai utilisée, j'ai trouvé ça. Sur la reformulation, on a, je suis responsable aussi d'un dispositif qui s'appelle Ocali, que Patrice connaît très bien. Ocali, c'est un observatoire de la qualité alimentaire qui suit dans le temps les caractéristiques, toutes les informations que vous avez sur les produits alimentaires. C'est une plateforme qu'on partage à la fois avec l'ANSES, et on travaille en collaboration avec l'ANSES où c'est partie des secteurs, les catégories de produits. Et donc, dans chacune de ces études sectorielles, on répond à cette question. Est-ce que le Nutri-Score a, c'est très modeste, est-ce que le Nutri-Score a modifié la composition nutritionnelle des produits? Donc, on prend globalement le sucre, le sel, si vous voulez, on a fait trois secteurs, trois catégories. Pour l'instant, on n'observe pas d'effet. On a vu aussi, on n'a pas d'effet, mais malgré tout, les gens sont très surpris, donc les gens, c'est le ministère, c'est les Santé publique France, parce que bien, ils ont tous en tête que le chocolat est passé de 2 à 1. Donc il y a des produits phares comme ça, des produits très symboliques qui ont évolué. Mais globalement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet de Nutri-Score sur la reformulation pour l'instant. C'est ce qu'on observe sur une étude très limitée sur un secteur. J'ai des collègues de l'INSAE qui ont utilisé les données UCAR, que vous connaissez peut-être, qui ont récupéré toutes les données UCAR, toutes les propositions, ont aussi obtenu la même conclusion. Donc en effet, il y a des produits qui changent, qui s'améliorent, mais ça reste anecdotique, ça n'a pas un effet significatif. Et c'est marrant parce que monopoly sur le prix, c'est vrai que c'est compliqué de savoir quel sens pour raisonner. On voit à chaque fois sur les boissons, moins 30% par rapport au sucre, etc., même le sel. On pourrait quand même penser que ça aurait plus facilement que ça peut avoir un impact sur la formulation. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'en profite. Est-ce que c'est un bon indicateur? Parce que là, on n'a pas parlé de la façon dont on est. Est-ce qu'on est content de cet indicateur-là que le Nutri-Score, oui, on est très content parce que le pourcentage, il est reconnu par plus de 90% des consommateurs et les consommateurs se déclarent positifs dans le cas apporter une information nouvelle, apporter une information du choix. Donc, globalement, juste très majoritairement dans la population française, les études qui ont été faites par Santé publique France
malgré cet engouement objectivé par les enquêtes faites par Santé Défense, les détenteurs de la marque, mais je pense être objectif. Ouais, je parlais plus d'un point de vue santé. D'un point de vue santé, mais ça a été bien démontré. Est-ce que là, c'est mieux que Oui, ça a été bien démontré par des études, entre autres, de Serge Lambert et de Guérin, une étude épidémiologique, mais aussi d'autres laboratoires. Des études de Serge Lambert, en fait, de Jean-Marc Julia et d'autres épidémiologues, qui ont montré l'association entre bénéfique entre le sport et la santé. Vraiment, ça c'est bien documenté. Vous pouvez les trouver sur le site de la ministère de la Santé. Vous avez l'ensemble, c'est tapé Nutri-Score, et l'ensemble des références qui sont classées par thématique. Donc, c'est bien documenté. Oui, à un moment, tout le monde réfléchit, sur ta première étude, là, il y a un Nutri-Score, enfin pas un Nutri-Score, un autre score, qui augmente les rouges. C'est inquiétant que la logistique. C'est intéressant, c'est vrai que nous, ça fait pas ça, c'est un produit, on dit de mauvaise qualité, mais en fait, les gens les associent à autre chose. C'est de bonne qualité, c'est aussi égal à plus de goût, plus de saveur, plus pas savoureux, je dis la même chose, mais plus. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que vous voyez aussi ce qui manque dans nos études, c'est de compléter ces études par des questionnaires qui sont capables de rendre compte des coûts des consommateurs, mais aussi, si on essaie de réfléchir par rapport à l'impact environnemental, les charges environnementales, c'est aussi quelles sont les perceptions de ces consommateurs, leurs croyances de ces consommateurs vis-à-vis de la viande ou autre. Aussi, ce qui manque aussi, c'est comme on voit bien qu'ici le Nutri-Score modifie des croyances sur la qualité nutritionnelle, ce qui est un point qui nous manque, c'est quelles étaient ces connaissances au préalable avant la mise en place du Nutri-Score. Et donc pour voir, à partir de ces connaissances, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'ils ont en effet, ils savent maintenant que ces céréales sont moins bonne qualité nutritionnelle? Est-ce que, ensuite de ce développement, est-ce qu'ils sont prêts à adopter, sont disposés à adopter un nouveau comportement, un nouvel achat? Et ensuite, est-ce qu'ils réalisent cet achat? Pour avoir l'ensemble du processus de décision. Si on résume par des développements informés, on a une capacité, ensuite on est disposé à le faire, et ensuite on le réalise. C'est très simpliste, mais au moins, et ça c'est le manque, donc de pouvoir répondre à ces questions. Je pense que le restaurant, pour les réponses, c'est associer des questionnaires à ces settings. C'est ce qu'on fait là actuellement pour évaluer un étiquetage environnemental. Une question sur cette partie-là que vous avez faite avant la mise en place du label. Est-ce que vous avez fait après? Avec le temps, avec le temps, on apprend aussi, les gens en parlent. Oui, clairement, oui, donc ça, c'est en cours, c'est sur les achats. Donc, c'est sur les achats. Et on a les données consultées, les comptables qui est représentatif d'achat des consommateurs. Donc, on veut le faire, créer le projet, c'est aussi compliqué. Parce qu'on aimerait le rendre compte dans un modèle assez complet, qui est capable de rendre compte des réactions des entreprises, des stratégies des entreprises en termes de prix, des décisions posées ensuite en termes de prix de reformulation. Et il ne faudrait pas. Donc ça a été fait aussi, peut-être un papier, je passe de la violence, un papier qui a évalué de façon très rigoureuse, en mon sens, le meilleur papier, en mon sens, qui est publié en économétricain il y a un an ou deux, sur l'évaluation des étiquetages environnemental qui a été mis en place au Chili. C'est le mot que je vous ai montré, qui sont octogonaux noirs, qui précisent si le produit, c'est un label obligatoire, c'est un label obligatoire, si le produit a une teneur en sucre, en calories ou en gras supérieure à un certain seuil, vous êtes dans l'obligation d'apposer et d'informer le consommateur que votre produit est au-dessus des teneurs autorisées, je vais dire, et c'est totalement juste.
Est-ce qu'on peut trouver l'algorithme de Nutri-Score? Je viens de regarder sur le site du ministère, il disait qu'il explique exactement comment ça se passe. Sur le site de Santé publique France. Là, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Ils disent le principe, mais ils ne disent pas qui décide en particulier les seuils qui C'est sont. une très bonne question. Donc, l'algorithme, vous pouvez le trouver aussi de façon. C'est une feuille Excel pour le jour d'aujourd'hui, qui est proposée par Santé publique France où vous rentrez l'ensemble des nutriments et l'ensemble des pourcentages de fruits et légumes, de fruits à coque de votre produit. Et ensuite, comment ils ont décidé les seuils? Ça a été décidé, les premiers, ça a été l'équipe de Saint-Germain, donc de l'ERN, et ensuite, ça a été revisité de façon consensuelle avec différents nutritionnistes, c'est tout un pool de chercheurs autour de la nutrition, donc européens, et peut-être même il y a un comité scientifique qui a réfléchi à un nouvel algorithme et à faire évoluer justement ces intervalles ces intervalles qui déterminent la note, le nombre de points pour chacun des nutriments. Je n'ai pas présenté le Nutri-Score, je pense que ce n'est pas l'objet, mais en fait, pour chacun des nutriments, chaque nutriment a un nombre de points. C'est clair, c'est pas clair, c'est un mélange de nutriments et de types d'aliments. Fruits, légumes, une date, par exemple, ça contient beaucoup de sucre par rapport à une cerise. Donc, cette notion de fruits, je la trouve assez ambiguë. C'est pour ça que j'aimerais avoir des éclaircissements. C'est vraiment ça que je cherche de l'information. Ce qui est pour répondre à votre question, c'est qu'en France, et aussi ça a été montré, c'est qu'on a une politique de promotion de consommation de fruits et légumes, donc au moins 5 fruits et légumes par jour, parce que aussi, on sait que les fruits et légumes consommés au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est du pour votre santé. C'est pas vous connaissez la réaction des industriels qui ont fabriqué des confitures où ils mélangeaient 5 fruits et légumes, 5 fruits, pardon, pas de légumes, et ils disaient voilà, c'est bon pour votre santé parce que les confitures, il y a 5 fruits. C'est une grande ambiguïté, c'est pour ça que je me permets de demander des approches un peu plus scientifiques. Mais je crois, moi je ne suis pas nutritionniste, moi je suis que là pour évaluer, je sais comprendre. Mais après je comprends bien le Nutri-Score. Mais je crois que ces questions autour des lamelles, mais aussi comment le Nutri-Score pourrait évoluer, c'est plus en table ronde. C'est trop tout à l'heure. D'accord, pardon. Juste, question.